Mon fils pensa qu'il me déposait dans une consigne, un simple garde-meuble pour vieillard, en attendant que mon cœur cesse de battre pour récupérer les clés de l'Empire. Il pensait avoir tout calculé, le notaire, la maison de retraite, la vente du domaine. Il pensait que j'étais devenu trop vieux, trop faible, trop fatigué pour comprendre que l'on me dépouillait de ma vie. Il s'est trompé, lourdement trompé. J'ai fini par léguer les clés, c'est vrai, mais je les ai données au seul homme qui savait comment caresser mes roses sans les briser, et non à celui qui attendait impatiemment de les arracher pour y construire une piscine. Voici comment mon propre sang m'a trahi, et comment un étranger est devenu mon fils. Je m'appelle Robert, j'ai 75 ans. Certains diront que c'est un bel âge, l'âge de la sagesse, l'âge du repos. Pour moi, c'était l'âge où mon monde s'est effondré, un mardi après-midi, sous un ciel d'un bleu insolent. Je me souviens de chaque détail de cette journée. J'étais assis dans mon fauteuil en rotin, sur la terrasse arrière de mon manoir, celle qui donne sur la roseraie. C'était ma fierté, cette roseraie. 40 ans de travail, des Black Baccarat au velours sombre, des Queen Elizabeth impériales. Je venais de demander à Karim, mon jardinier, de tailler légèrement les arbustes près de la fontaine. L'air sentait l'herbe coupée et le jasmin. C'était une odeur de paix, une odeur de chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le gravier crisser dans l'allée principale. Ce n'était pas le bruit doux et rythmé de la camionnette de Karim. Non, c'était le vrombissement agressif, presque arrogant, d'un moteur de sport. Une Porsche, celle de mon fils, Thomas. Il est arrivé comme un ouragan. Il ne marche pas, Thomas, il fonce. Il porte toujours ses costumes italiens trop cintrés. Une montre qui coûte le prix d'une petite maison au poignet. Et ce regard perpétuellement fixé sur l'écran de son téléphone, comme si la vie réelle n'était qu'une distraction ennuyeuse. Il n'a pas dit « Bonjour papa ». Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas regardé les roses. Il était monté sur la terrasse, a jeté un coup d'œil à sa montre et a lâché, d'une voix sèche et professionnelle. « Allez papa, c'est l'heure, tes valises sont prêtes ?» J'ai posé ma tasse de thé, sentant mes mains trembler légèrement. Pas de peur, non. De rage contenue. « De quoi parles-tu, Thomas ? Je n'ai prévu aucun voyage. » Il a soupiré, ce soupir exaspéré qu'on réserve aux enfants turbulents ou aux idiots. Il s'est passé la main dans les cheveux, un geste théâtral qu'il utilise en réunion pour intimider ses employés. « Ne commence pas, s'il te plaît. On en a déjà parlé. Le gaz, papa. Tu as oublié le gaz hier soir. La voisine n'a pas appelé les pompiers. Tu deviens un danger pour toi-même et pour ce quartier historique. Je ne peux pas te laisser brûler ce patrimoine. » Le mensonge était si énorme, si grossier, qu'il m'a coupé le souffle. Je n'avais pas touché à la cuisinière depuis 3 jours. Je me faisais livrer mes repas par le traiteur du village. Je savais pertinemment que c'était faux. Mon esprit est peut-être plus lent qu'avant, mes jambes peut-être plus lourdes, mais ma mémoire est intacte. Je suis ingénieur de formation, bon sang. La précision, ça a été le moteur de toute mon existence. C'est un mensonge, Thomas, ai-je dit calmement, en essayant de croiser son regard fuyant. Je n'ai pas allumé le gaz, il n'a même pas scié. Il a sorti un dossier de sa mallette en cuir. Le médecin est d'accord avec moi. Début de démence sénile, c'est écrit là. J'ai la tutelle temporaire pour ta sécurité. J'ai trouvé un endroit formidable. Les cèdres bleus, c'est du haut de gamme. Tu y seras comme un roi. Allez, lève-toi. J'ai regardé autour de moi, ma maison, les murs de pierre que j'avais fait restaurer avec ma défunte épouse, Hélène. Chaque brique contenait un souvenir. Les rires de Thomas, enfant courant dans l'herbe, les dîners de Noël, le silence apaisant de mes lectures du soir. Et il voulait m'arracher à cela en 5 minutes, sur la base d'un mensonge médical qu'il avait probablement acheté. J'ai voulu résister. J'ai voulu crier, appeler la police, appeler Karim à l'aide. Mais à quoi bon ? J'ai vu dans ses yeux qu'il ne reculerait pas. Il avait cette lueur froide, métallique. La même lueur qu'il avait lorsqu'il négociait des rachats d'entreprises hostiles. Je n'étais plus son père, j'étais un actif à liquider, un problème logistique à résoudre. Très bien, ai-je murmuré, vaincu par la lourdeur de mon propre cœur. Le trajet a été silencieux. Thomas tapotait frénétiquement sur son téléphone tout en conduisant, s'occupant de business, ignorant l'homme assis à côté de lui qui regardait défiler le paysage de sa vie pour la dernière fois. Les cèdres bleus, quel nom poétique pour un mouroir. Le bâtiment était moderne, froid, impersonnel. Dès que les portes automatiques se sont ouvertes, l'odeur m'a sauté à la gorge. Ils essayèrent de la masquer avec des parfums de synthèse à la lavande,
mais on ne peut pas cacher l'odeur de la faim. Ça sentait l'eau de Javel, la soupe trop cuite et la solitude. Une directrice avec un sourire trop large et des dents trop blanches nous a accueillis. Elle parlait fort, comme si j'étais sourd. « Bienvenue, monsieur Robert. Oh, quelle belle chambre nous vous avons réservée. » Vue sur le parking, sur le parc, je veux dire. La chambre était une boîte, beige, meubles en aggloméré, un lit médicalisé avec des barrières, comme pour un bébé. Sur la commode, il n'y avait rien, pas mes livres, pas mes photos, juste le vide. C'était une salle d'attente pour la mort. Thomas essayait de rester debout près de la porte. Il ne voulait pas entrer. Il avait peur que la vieillesse soit contagieuse. Il a tapoté le cadre de la porte. « Voilà, tu seras bien ici, tout est payé. Je passerai te voir quand j'aurai un moment. Le travail, tu sais ce que c'est. » Il a tendu la main, pas pour me serrer la mienne, pas pour une étreinte. « Les clés, papa, celles de la maison. Je dois vérifier l'alarme et couper l'eau pour la sécurité. » J'ai plongé la main dans ma poche. Le trousseau était lourd, le métal était chaud contre ma paume. C'était le poids de 50 ans de vie, le poids de ma liberté. J'ai hésité une seconde. J'ai regardé mon fils, cherchant une trace d'humanité, une larme, un regret, rien. Juste l'impatience, juste l'avidité. Il regardait ma main comme un chien regarde un os. J'ai lâché les clés dans sa paume ouverte. Elles ont fait un bruit de ferraille triste. « Merci », a-t-il dit, en rangeant précipitamment le trousseau dans sa poche, comme s'il avait peur que je change d'avis. Il s'est retourné sans un mot de plus. J'ai entendu ses pas s'éloigner rapidement dans le couloir. Des pas qui fuyaient. Il ne s'est pas retourné, pas une seule fois. Je suis resté seul, assis sur ce lit trop dur, au milieu de cette chambre étrangère. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il n'y avait pas de roses, juste du béton et quelques buissons malingres. J'ai réalisé alors que je n'étais pas seulement exilé de ma maison. J'étais exilé de ma famille. Mon fils ne m'avait pas protégé. Il m'avait jeté aux ordures. Une larme, une seule, a coulé sur ma joue. C'était la dernière que je verserais pour lui, car dans ce silence de tombeau, une colère froide commençait à naître. Il pensait avoir gagné, il pensait que l'histoire s'arrêtait là. Mais il avait oublié une chose. J'ai toujours été un excellent joueur d'échecs. Et la partie ne faisait que commencer. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en une bouillie informe de temps gris. Au cèdre bleu, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il ne coule pas, il stagne, il goutte lentement, comme un robinet mal fermé qui vous rend fou. Au milieu de la nuit, ma vie s'est réduite à une routine humiliante. Levé à 7 heures, toilette assistée par des aides-soignantes pressées qui me parlent comme si j'avais 5 ans. « On lève le bras, monsieur Robert, c'est bien !» Je voulais leur hurler que j'avais dirigé une entreprise de 200 employés, que j'avais négocié des contrats internationaux, que j'avais aimé, perdu, construit. Mais je me taisais. À quoi bon? Ici, je n'étais qu'un corps flétri, un numéro de chambre, la 204. Le pire, ce n'était pas la nourriture insipide, cette purée tiède qui avait le goût de carton mouillé, ni l'odeur persistante de désinfectant qui me brûlait les narines. Non, le pire, c'était le silence de mon téléphone. Je le gardais posé sur ma table de nuit comme une relique sacrée. Je le vérifiais 10 fois par heure. Était-il chargé? Oui. Y avait-il du réseau? Oui. Alors pourquoi ne sonnait-il pas? J'inventais des excuses pour Thomas. Il est très occupé, me disais-je en regardant le plafond blanc. Il doit gérer la fusion de l'entreprise. Il voyage. Mais au fond de moi, une voix plus sombre, plus lucide, chuchotait la vérité. Il t'a oublié. Tu n'es plus utile. Un mois a passé, puis 2. Thomas a appelé une fois. Une conversation de 38 secondes. Je les ai comptées. « Salut papa, tout va bien ?» Les infirmières disent pour que tu manges bien. Super. Écoute, je suis débordé là, je passe te voir le mois prochain. Bisous. Clic. Le mois prochain n'est jamais arrivé. J'ai commencé à mourir. Pas physiquement, non. Mon cœur de vieux cheval battait encore solidement. Je mourais de l'intérieur. Je sentais mon esprit s'effilocher, non pas à cause de la démence qu'il m'avait inventée, mais à cause du chagrin. Je devenais une ombre. Je passais mes après-midi assis dans le salon commun, devant une télévision qui hurlait des jeux télévisés, entouré de gens qui dormaient la bouche ouverte. J'étais en train de disparaître. Et puis, un dimanche de novembre, alors que la pluie fouettait les vitres, comme pour nous rappeler que l'hiver arrivait, tout a changé. J'étais dans ma chambre, le regard perdu sur le parking grisâtre, quand j'ai entendu des éclats de voix dans le couloir. C'était inhabituel. Ici, on chuchote.
Le bruit, c'est la vie, et la vie n'est pas la bienvenue au cèdre bleu. Je vous dis que je veux le voir, c'est mon patron. Enfin, c'était, je sais qu'il est là, cette voix. Chaude, grave, avec cet accent chantant du sud qui roule les airs comme des galets dans un torrent. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La porte s'est ouverte brusquement, non pas avec la douceur protocolaire des infirmières, mais avec l'énergie de quelqu'un qui a une mission. C'était Karim. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, ruisselant de pluie. Il ne portait pas sa tenue de travail habituelle, son vieux bleu taché de terre. Il avait mis un costume un peu trop grand pour lui, une chemise blanche repassée avec soin, et il tenait à la main un sac isotherme rouge vif. Il avait l'air déplacé dans cet univers aseptisé, comme une fleur sauvage poussant au milieu d'un bloc opératoire. « Monsieur Robert !» s'est-il exclamé, son visage s'illuminant d'un sourire qui aurait pu faire fondre les glaciers. Il s'est précipité vers moi, ignorant l'infirmière en chef qui le suivait en protestant. « Monsieur, les visites qu'on réservait à la famille de proches, vous n'êtes pas sur la liste. » Karim s'est tourné vers elle, et pour la première fois, j'ai vu une autorité naturelle émaner de cet homme doux. « La famille. Madame, je m'occupe de ces roses depuis 15 ans. Je connais ces histoires, ces douleurs et ces joies mieux que quiconque. Si ce n'est pas ça la famille, alors je ne sais pas ce que c'est. Laissez-nous, s'il vous plaît. » L'infirmière, interloquée par tant d'aplomb, a marmonné quelque chose et a battu en retraite. Karim a tiré la chaise en plastique près de mon lit et s'est assis. Il m'a scruté avec ses yeux noirs, profonds et bienveillants. Il a vu mes jouets creusés, ma chemise mal boutonnée, la tristesse infinie dans mon regard. Il n'a rien dit sur mon état. Il a simplement posé sa main large, calleuse et rugueuse comme l'écorce d'un chêne, sur ma main fine et parcheminée. « Je vous ai cherché partout, monsieur Robert, a-t-il dit doucement. Votre fils, il a changé les serrures du portail. Il ne voulait pas me dire où vous étiez. J'ai dû demander à la boulangère du village, qu'il avait entendu parler au téléphone. La colère de savoir que Thomas m'avait caché m'a traversé, mais elle a vite été balayée par la chaleur de la présence de Karim. « Tu es venu !» ai-je soufflé, ma voix rouillée par le manque d'usage. « Bien sûr que je suis venu !» Et je ne suis pas venu les mains vides. Il a ouvert son sac isotherme. Une odeur, mon Dieu, une odeur divine s'est échappée. C'était une explosion de cumin, de coriandre, de citron confit et d'agneau mijoté, l'odeur de la vie. Fatima, ma femme, a préparé son tagine au pruneau. Elle a dit « Monsieur Robert doit manger de vraies choses pour reprendre des forces. » Il a sorti 2 assiettes en plastique qu'il avait apportées, des couverts, et nous avons mangé là, comme 2 conspirateurs, au nez et à la barbe du règlement intérieur. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le goût des aliments. Chaque bouchée était un rappel que j'étais encore vivant, que j'étais encore un être humain digne de plaisir. Pendant que nous mangions, Karim ne m'a pas parlé de ma santé, ni de la mort qui rôdait dans les couloirs. Il m'a parlé de ce qui comptait vraiment. Les pucerons ont essayé d'attaquer les rosiers grimpants, côté sud, m'a-t-il raconté en sauçant son assiette. Mais je les ai eus avec votre recette au savon noir et l'hortensia bleue. Il est magnifique cette année, monsieur Robert. Il a pris une teinte presque violette. Il faudra que je vous montre des photos. Je fermais les yeux et j'y étais. Je sentais la terre humide sous mes doigts. Je voyais la lumière dorée de l'automne sur les feuilles. Karim ne m'apportait pas seulement de la nourriture, il m'apportait mon jardin. Il m'apportait mon âme. Après le repas, il a sorti un petit échiquier de voyage de sa poche. « Vous me devez une revanche, patron. La dernière fois, vous m'avez eu avec ce fou en B5. Je ne l'ai pas digéré, nous avons joué. Pendant 1 heure, je n'étais plus le vieillard de la chambre 204. J'étais Robert, le stratège. Mon esprit s'est aiguisé. J'ai retrouvé mes réflexes. J'ai vu Karim réfléchir, se gratter le menton, sourire quand je lui tendais un piège. Il me traitait d'égal à égal. Pas de pitié, pas de condescendance, juste 2 hommes devant un échiquier. Quand l'heure des visites s'est terminée, une angoisse terrible m'a saisi. Allait-il partir pour toujours? Allait-il disparaître comme les autres? Il a rangé l'échiquier et s'est levé. Il a remis sa veste, puis il m'a regardé droit dans les yeux. À dimanche prochain, monsieur Robert, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, des chaussettes en laine, des livres, du chocolat, vous m'appelez. J'ai mis mon numéro en numérotation rapide sur votre téléphone. Touche 2, juste après. Enfin, vous savez, il n'a pas dit « juste après votre fils ». Il a eu la décence de ne pas prononcer son nom. Ce soir-là, seul dans mon lit, je n'ai pas pleuré.
J'ai regardé le plafond et pour la première fois, j'ai souri. J'ai réalisé quelque chose de fondamental, une vérité que l'argent ne peut pas acheter. La famille, ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas le sang qui coule dans vos veines. La famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous êtes au bord du gouffre. Ce sont ceux qui font des kilomètres sous la pluie pour vous apporter un tagine et jouer aux échecs. Thomas avait mon sang, c'est vrai, mais Karim avait mon cœur. Et tandis que je m'endormais, bercé par le souvenir du goût des épices, je savais que quelque chose avait changé en moi. Le désespoir avait laissé place à autre chose. Une gratitude immense. Et peut-être, juste peut-être, le début d'un plan. L'hiver s'est installé pour de bon sur la région, recouvrant les toits d'ardoise d'une pellicule de givre blanc. Dans ma chambre, le chauffage ronronnait bruyamment, un son mécanique et agaçant qui ne parvenait jamais vraiment à chasser le froid qui me mordait les os. Mais ce n'était pas le climat qui me glaçait le sang ce matin-là, c'était le visage de Karim. D'habitude, quand il franchissait le seuil de ma porte le dimanche, il apportait avec lui une bouffée d'air frais et de lumière. Il entrait avec un sourire large, les bras chargés de trésors culinaires ou de nouvelles du jardin. Mais ce jour-là, il est entré comme on entre dans une église pour un enterrement. Il a ôté sa casquette de laine, la triturant nerveusement entre ses doigts gourds. Il n'avait pas apporté de sac isotherme. Il n'avait pas son échiquier. Son regard fuyait le mien, se fixant sur ses bottes de travail encore humides de neige fondue. « Karim ?» ai-je demandé, sentant une boule d'angoisse se former dans mon estomac. « Est-ce que c'est ta femme? Les enfants ?» Il a secoué la tête vivement, levant enfin les yeux vers moi. J'y ai lu une détresse que je ne lui connaissais pas, une mélange de colère retenue et de pitié profonde. « Non, monsieur Robert, ma famille va bien, Dieu merci, c'est votre maison. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai posé mon livre sur mes genoux, mes mains se crispant sur la couverture cartonnée. « Qu'est-ce qu'elle a, ma maison? Le toit a cédé, une inondation. » Karim a pris une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger en apnée. « Ce matin, je suis allé tailler les haies d'ifs comme prévu, mais le portail était grand ouvert. Il y avait 3 voitures garées dans l'allée, des berlines de noir, brillantes, et des hommes en costume. Ils étaient partout. Il s'est approché de mon lit, sa voix tremblant de rage contenue. Il marchait dans les massifs, monsieur Robert. Il piétinait les bégonias d'hiver sans même regarder où il mettait les pieds. L'un d'eux a écrasé un mégot de cigarette sur la margelle de la fontaine en pierre du XVIIe siècle. J'ai senti mon cœur battre violemment contre mes côtes, un tambour de guerre. Qui était Karim? Des agents immobiliers et des promoteurs. J'ai entendu ce qu'il disait. Il parlait encore de lotir le terrain, de raser l'annexe, de potentiel locatif. Et puis, il a hésité, plongeant la main dans la poche de sa veste pour en sortir une photo froissée qu'il avait prise avec son téléphone. Il me l'a tendue sans un mot. Sur l'écran fissuré, l'image était floue, mais le message était clair comme du cristal. Un immense panneau en bois avait été planté, de travers, au milieu de ma pelouse anglaise immaculée. En lettres rouges agressives, on pouvait lire « À vendre, domaine d'exception, vente urgente ». Le monde a vacillé, vente urgente, comme si c'était une vieille commode dont on voulait se débarrasser au vide-grenier. Comme si 50 ans de vie, de souvenirs, d'amour ne valaient rien de plus qu'une signature rapide, au bas d'un compromis. Thomas ne m'avait rien dit, pas un mot. Il avait juré que la maison serait entretenue en mon absence. Il m'avait menti. Et lui, encore. Merci Karim, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Une calme terrifiant, celui qui précède l'ouragan. J'ai saisi mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. La rage avait chassé la faiblesse. J'ai composé le numéro de mon fils. Une sonnerie, 2, 3. Il a décroché à la 4e, sa voix couverte par un brouhaha de restaurant chic, bruit de couvert, rire cristallin, musique de fond jazzy. Il déjeunait, probablement avec l'argent qu'il espérait tirer de la vente. « Ouais, allô? Même pas papa, juste ouais. »« Tu vends la maison, Thomas ?» Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil, puis un rire nerveux, agacé. « Oh, c'est toi, qui t'a dit ça? C'est ton jardinier, n'est-ce pas? Je vais le virer, ce fouineur. »« Tu vends ma maison, ai-je répété, articulant chaque syllabe comme une sentence. Celle que ta mère et moi avons construite. Tu n'as pas le droit. »« Le droit ?» s'est-il esclaffé. Et j'ai entendu le tintement de la glace dans son verre. « J'ai ta procuration, papa.
Tu es inapte, tu te souviens. Et puis, sois réaliste 2 minutes, cette baraque est un gouffre financier. L'entretien, le chauffage, les impôts, c'est ridicule pour un seul vieil homme qui bave dans sa soupe. J'ai besoin de liquidités pour investir dans ma start-up. C'est du business. Du business, c'est mon âme, Thomas. Il piétine mes roses. Tes roses? Sérieusement? On parle de millions d'euros et tu me parles de fleurs? Arrête ton cirque. Tu es bien nourri, tu es au chaud. Qu'est-ce que tu veux de plus? Laisse les grandes personnes gérer les affaires. Allez, je te laisse, on apporte le champagne. Ne me rappelle pas pour des bêtises. Il a raccroché. Le son de la tonalité bip, bip, bip a résonné dans ma chambre comme le compte à rebours d'une bombe. J'ai reposé le téléphone lentement. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé définitivement. Ce n'était pas mon cœur, c'était le lien. Ce fil invisible et sacré qui relie un père à son fils. Ce fil que j'avais essayé de maintenir malgré ses insultes, son indifférence, sa cruauté. Il venait de le trancher net. Il n'était plus mon fils. Il était devenu un étranger, un ennemi. Je me suis tourné vers Karim. Il était toujours debout, le visage ravagé par la peine, prêt à s'excuser d'être le porteur de mauvaises nouvelles. « Karim, ai-je dit. Oui, monsieur Robert. Est-ce que tu as ta voiture? Oui, elle est sur le parking. Bien. Ouvre le tiroir de ma table de nuit, prends le carnet noir, cherche la lettre D. Delorme, maître Jean-Pierre Delorme. Karim a obéi, ses gros doigts feuilletant délicatement les pages fines du répertoire. Je l'ai, notaire à la retraite. Ah, c'est écrit. Appelle-le, dis-lui que c'est une urgence absolue, dis-lui que Robert est vivant, qu'il est lucide et qu'il a besoin de rédiger un testament, un nouveau testament. Dis-lui de venir ici demain matin à la première heure avec 2 témoins fiables. Karim m'a regardé, surpris. Un testament, monsieur, mais vous n'allez pas mourir? J'ai souri, un sourire froid, tranchant, un sourire que Thomas aurait dû craindre s'il avait été là pour le voir. Non, Karim, je ne vais pas mourir tout de suite, mais le père que j'étais, lui, il est mort il y a 5 minutes. Thomas veut de l'argent, il veut des liquidités, il va avoir une leçon qu'il n'oubliera jamais. J'ai redressé mon dos contre les oreillers. La fatigue avait disparu. J'avais un but, j'avais une mission. Et Karim? Oui, monsieur, quand tu reviendras demain, apporte-moi un costume. Mon meilleur costume, celui en laine grise qui est resté dans la penderie de la maison. Si tu arrives à entrer, sinon achète-en un. Je ne recevrai pas mon notaire en pyjama d'hôpital. Je veux mourir comme j'ai vécu, avec dignité. Karim a hoché la tête, un éclair de compréhension brillant dans ses yeux sombres. Il avait compris, la guerre était déclarée, et nous étions dans le même camp. Le lendemain matin, quand maître Delorme est entré dans ma chambre, je n'étais plus le pauvre petit vieux de la veille. Karim était arrivé à l'aube. Avec une patience infinie, il m'avait aidé à me raser, guidant ma main tremblante. Pour que je ne me coupe pas, il m'avait aidé à enfiler mon costume en laine grise, à boutonner ma chemise blanche immaculée et à nouer ma cravate de soie bordeaux. Quand je me suis regardé dans le petit miroir au-dessus du lavabo, j'ai vu un fantôme, certes. Mes joues étaient creuses, ma peau grise, mais dans mes yeux, il y avait une étincelle d'acier. J'étais redevenu Robert, le capitaine d'industrie. Jean-Pierre Delorme, mon notaire et ami de 30 ans, a marqué un temps d'arrêt sur le seuil. Il a regardé les murs nus, le lit médicalisé, puis moi. Ses yeux se sont embués. « Mon Dieu, Robert, comment a-t-on pu te laisser ici ?» J'ai levé la main pour l'arrêter. « Pas de pitié, pas aujourd'hui. »« Assieds-toi, Jean-Pierre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le personnel fait sa ronde dans 1 heure. » Il s'est assis, sortant son bloc-notes et son stylo plume. Karim est resté debout près de la fenêtre, sentinelle silencieuse, les bras croisés. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Jean-Pierre. « Tu sais que Thomas va contester. Il va dire que tu as perdu la tête, que tu as été manipulé. Il a des avocats, Robert, des requins. » J'ai souri. « C'est pour ça que nous allons tout blinder. Je veux que tu filmes ma déclaration. Je veux qu'un médecin, un expert indépendant que tu as fait venir, il est là ? Oui, il attend dans le couloir. Fais-le entrer, qu'il atteste de ma santé mentale. Ensuite, nous enregistrerons. L'examen a duré 20 minutes. J'ai répondu à toutes les questions avec une précision chirurgicale. La date, le président actuel, le calcul mental, la logique. Le médecin a signé son certificat sans hésiter. Lucidité parfaite, a-t-il écrit. Ces 2 mots étaient ma vengeance. Puis, Jean-Pierre a posé son téléphone sur la table de nuit, activant la caméra. Le voyant rouge a clignoté. J'ai pris une grande inspiration.
J'ai regardé l'objectif comme si je regardais mon fils dans les yeux. Je sous-signais Robert Valmont, saint de corps et d'esprit, révoque par la présente toute disposition testamentaire antérieure. Ma voix était claire, elle ne tremblait pas. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine, mes comptes bancaires, mes actions, ma collection de voitures anciennes et surtout mon domaine et la maison familiale à Monsieur Karim Ben Salah. J'ai entendu le souffle de Karim se bloquer. Il a fait un pas en avant. Monsieur Robert, non, je ne peux pas. Je me suis tourné vers lui, impérieux mais doux. Tais-toi Karim, c'est mon choix. Tu étais le seul qui a respecté ce que j'ai construit. Tu étais le seul qui a respecté l'homme. Et pas le carnet de chèques. Accepte. Pour les roses, il a baissé la tête, des larmes roulant silencieusement sur ses joues rugueuses. J'ai repris, face à la caméra. Le moment crucial arrivait. Quant à mon fils, Thomas, j'ai marqué une pause. J'imaginais son visage au moment où il entendrait ça. Je sais que la loi française m'interdit de le déshériter totalement. La réserve héréditaire est sacrée, n'est-ce pas? Mais j'ai appris qu'il existe des exceptions pour ingratitude manifeste. Cependant, pour éviter des années de procès à Karim, je vais lui laisser quelque chose. Un sourire triste a effleuré mes lèvres. Je lègue à mon fils Thomas la somme d'1 € symbolique, ainsi que ma vieille voie de tondeuse à gazon, celle qui est cassée au fond de la remise, modèle 1985. Peut-être qu'en essayant de la réparer, il apprendra enfin ce que signifie le mot « travail ». Jean-Pierre écrivait frénétiquement. Même lui, le notaire austère, avait un petit sourire en coin. « Thomas, ai-je ajouté en fixant l'objectif, si tu regardes cette vidéo un jour, sache que ce n'est pas Karim qui t'a volé ton héritage. C'est toi qui l'as perdu. Le jour où tu m'as abandonné ici comme un vieux chien, tu as renoncé à être mon fils. Adieu. » Coupé, a dit Jean-Pierre. C'était fini, j'ai signé les documents. Ma signature était ferme, soulignée d'un trait vif. Une fois le notaire parti, une fatigue immense, titanesque, s'est abattue sur moi. C'était comme si cette colère, cette volonté de justice, avait été le dernier carburant qui me maintenait en vie. Maintenant que la mission était accomplie, le moteur s'arrêtait. Les jours suivants furent flous. Je ne me levais plus. Je glissais doucement vers l'obscurité. Je n'avais pas mal. C'était juste un effacement progressif. Thomas n'est jamais venu. Pas un appel, pas une visite. Mais je n'étais pas seul. Karim était là, tous les jours. Il avait posé des jours de congé, puis des jours sans solde. Il dormait sur le fauteuil en plastique inconfortable à côté de mon lit. Il me lisait des passages de mes livres préférés. Il me décrivait l'évolution des bourgeons dans le jardin. « Les personnages sont sortis, monsieur Robert, me disait-il en me tenant la main. C'est le signe que le printemps arrive. La vie reprend. Une nuit, alors que le silence de l'hôpital était plus profond que d'habitude, j'ai senti que c'était le moment. Ma respiration est devenue plus difficile, comme si l'air était devenu trop épais. J'ai ouvert les yeux. Karim était là, veillant sur moi à la lueur de la veilleuse. J'ai essayé de parler, mais ma voix n'était qu'un murmure. Il s'est penché. « Les clés !» ai-je soufflé. Il a froncé les sourcils, inquiet. « Les clés ! Quelles clés, monsieur Robert ? Les clés du bonheur, ce n'est pas l'or, c'est le jardin. » Il a serré ma main plus fort. Je sentais la chaleur de sa peau, la force de sa vie qui essayait de me retenir encore un peu. « Je sais, monsieur Robert, je promets. Je prendrai soin d'elle, de chaque pétale. » J'ai voulu lui dire que je l'aimais comme le fils que je n'avais jamais vraiment eu. J'ai voulu lui dire merci de m'avoir rendu ma dignité. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. À la place, j'ai pressé sa main, une dernière fois. Faiblement, j'ai fermé les yeux. L'odeur de chlore de la maison de retraite a disparu. Soudain, j'ai senti le parfum des roses, des milliers de roses, le vent chaud de l'été sur ma terrasse. J'étais chez moi, enfin. Le moniteur cardiaque a cessé son bip régulier pour se figer dans une note longue, continue, définitive. Dans la chambre 204, un homme pleurait, mais ce n'était pas celui qui portait mon nom, c'était celui qui portait mon cœur. Une semaine après l'enterrement, nous étions convoqués à l'étude de Maître Delorme. L'enterrement avait été une cérémonie étrange. Thomas y était bien sûr, jouant le rôle du fils éploré avec un talent d'acteur digne d'un Oscar, serrant des mains, recevant des condoléances pour un homme qu'il n'avait pas vu depuis 6 mois. Il portait des lunettes motte noires, non pas pour cacher ses larmes, mais pour dissimuler son ennui. Karim était resté au fond de l'église, discret, les yeux rouges, tenant une unique rose blanche qu'il avait déposée sur mon cercueil lorsque tout le monde fut parti. L'étude notariale sentait la cire d'abeille et le vieux papier.
C'était une pièce solennelle, intimidante, avec ses bibliothèques chargées de codes juridiques reliés en cuir. Thomas est arrivé avec sa femme, Valérie. Il respirait l'arrogance. Thomas avait déjà garé sa Porsche sur la place réservée aux notaires. Valérie feuilletait un catalogue de voyages de luxe, pointant du doigt une villa aux Maldives. Dès que c'est signé, on réserve, chérie. J'ai besoin de soleil après toute cette grisaille, chuchotait-elle assez fort pour être entendue. Ils s'assirent dans les fauteuils en cuir, Thomas croisant les jambes, tapotant du pied avec impatience. Bon maître, on peut commencer ? J'ai une réunion à 15h. On connaît la chanson, la maison, les comptes. Merci papa, au revoir. C'est alors que la porte s'est ouverte. Karim est entré. Il avait remis son costume de l'hôpital, celui qu'il avait acheté pour notre dernière bataille. Il semblait mal à l'aise, tordant sa casquette entre ses mains. Il s'assit sur une chaise en bois, à l'écart, près de la porte, comme s'il s'attendait à être chassé. Thomas a éclaté de rire, un rire méprisant et cruel. « Tiens, le jardinier, qu'est-ce que tu fais là, mon brave ? Tu viens réclamer tes derniers gages. Adresse-toi à ma secrétaire. Elle te fera un chèque pour tes heures de ratissage. Allez, file, c'est une réunion de famille ici. Colin, ici. » Maître Delorme, assis derrière son imposant bureau en acajou, a ajusté ses lunettes. Son visage était de marbre. « Monsieur Ben Salah est ici à ma demande. Monsieur Valmont. Il est partie prenante de ce testament. Veuillez vous asseoir et faire silence. » Le sourire de Thomas s'est figé, puis s'est transformé en une grimace d'agacement. Partie prenante, papa lui a laissé quoi? Ses vieux outils. Bon, dépêchons-nous. Le notaire a ouvert l'enveloppe scellée à la cire rouge. Le bruit du papier, déchiré, a résonné comme un coup de fouet dans le silence de la pièce. C'était le testament de monsieur Robert Valmont, enregistré le 14 janvier. Commença Delorme d'une voix monocorde. Thomas soupira bruyamment, vérifiant ses emails sur sa montre connectée. Je révoque toute disposition antérieure. Thomas hocha la tête, indifférent. La routine. Et je lègue la totalité de mes biens, meubles et immeubles, incluant le domaine des rosiers, les comptes bancaires numérotés ci-après, le portefeuille d'actions et la collection de véhicules. Thomas se redressa, prêt à recevoir sa couronne. À monsieur Karim Ben Salah, ici présent. Le temps s'est arrêté. On aurait pu entendre une mouche voler. Valérie a laissé tomber son catalogue par terre. Thomas est resté la bouche ouverte, figé, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Puis, l'explosion. Thomas a bondi de son siège, renversant le fauteuil. Son visage est passé du blanc au rouge cramoisi en une seconde. « Quoi ? C'est une blague ? C'est une caméra cachée, c'est ça ?» Il s'est tourné vers Karim, les poings serrés, la bave aux lèvres. « Toi, sale voleur, qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as drogué ? Tu lui as fait signer ça sur son lit de mort quand il ne savait plus comment il s'appelait ? C'est de l'abus de faiblesse. Je vais te détruire. Je vais te traîner en justice jusqu'à ce que tu sois en prison. » Il s'est tourné vers le notaire, frappant du poing sur le bureau. « Et vous êtes pas complice. Mon père était sénile. Tout le monde le savait. Je suis son fils unique. C'est mon argent. » Maître Delorme n'a pas bougé d'un millimètre. Il a attendu que Thomas reprenne son souffle, puis il a dit, d'une voix glaciale, « Asseyez-vous, monsieur Valmont, ou je fais appeler la police pour vous faire sortir. Votre père avait anticipé votre réaction. Il nous a laissé un message. » Le notaire a appuyé sur une télécommande. Un grand écran plat, accroché au mur, s'est allumé. L'image de Robert, mon image, est apparue. J'étais pâle, cerné, mais mes yeux fixaient à l'objectif avec une intensité brûlante. Thomas s'est figé, hypnotisé par le fantôme de son père. « Thomas !» disait ma voix enregistrée, résonnant dans la pièce avec une autorité d'outre-tombe. « Si tu regardes ceci, c'est que je suis parti, et c'est que tu es en train de crier au scandale. » Sur l'écran, j'ai fait une pause. « Tu vas dire que je suis fou. Tu vas dire que Karim m'a manipulé. Regarde ce certificat médical, daté du jour de cet enregistrement. J'ai tenu le papier face à la caméra. Je suis lucide en fait, Thomas, plus lucide que je ne l'ai jamais été. J'ai vu clair dans ton jeu. Tu ne voulais pas d'un père, tu voulais un héritage. Tu m'as jeté comme un déchet pour accélérer le processus. » Thomas a reculé, comme frappé physiquement. Valérie s'est couvert la bouche avec la main. « Karim n'a jamais rien demandé, » continuait ma voix. « Il m'a donné son temps, son affection, sa dignité. Des choses que tu ne pouvais pas m'offrir, car tu ne les possèdes pas toi-même.
Dans la vidéo, j'ai souri tristement. Cependant, je ne t'oublie pas. Je te lègue 1 € symbolique et ma tondeuse à gazon cassé, répare-la, tond une pelouse, transpire un peu. Peut-être qu'en sentant l'odeur de l'herbe coupée, tu comprendras ce que tu as raté. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus le silence de l'attente, c'était le silence de la honte. Une honte lourde, épaisse. Thomas était livide. Il a regardé Karim, puis le notaire, puis ses mains vides. Il a compris qu'il n'y avait pas d'issue. La vidéo, le certificat médical, le témoignage du notaire, tout était verrouillé. Il avait perdu. Non pas parce qu'on l'avait volé, mais parce qu'il avait été jugé et condamné par son propre père. C'est impossible, a-t-il balbutié, la voix brisée, toute son arrogance envolée. C'est la loi, a tranché maître Delorme. Les clés de la maison sont à monsieur Ben Salah. Vous avez 48 heures pour retirer vos effets personnels de la propriété sous la supervision d'un huissier. Au-delà, tout appartient à Karim. Thomas s'est retourné lentement. Il a regardé Karim une dernière fois. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, juste un vide immense. Il a vu l'homme qu'il avait méprisé, assis là, digne, héritier d'un empire qu'il n'avait jamais convoité. Sans un mot, Thomas a pris le bras de sa femme, Everschoen, et ils sont sortis, courbés, vaincus, laissant derrière eux leur rêve de grandeur. Karim Egesto est resté assis. Il ne bougeait pas, il ne souriait pas, il ne sautait pas de joie. Maître Delorme s'est levé, a contourné le bureau et lui a tendu un trousseau de clés. Le trousseau lourd, métallique, celui que j'avais dû abandonner le jour de mon exil. Elles sont à vous, Karim. Félicitations. Vous êtes un homme riche. Karim a pris les clés. Il les a serrées dans son poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il a levé les yeux vers le notaire et des larmes ont coulé sur ses joues. « Je ne veux pas être riche, maître, a-t-il murmuré d'une voix étranglée. Je donnerai tout, la maison, l'argent, les voitures, tout, pour pouvoir jouer une dernière partie d'échecs avec lui. Juste une dernière. Il s'est levé, a mis les clés dans sa poche, juste à côté de son cœur. « Je vais aller m'occuper des roses, a-t-il dit simplement. Elles ont besoin d'eau. Monsieur Robert n'aimait pas quand elles avaient soif. Il est sorti de l'étude, marchant d'un pas lent sous la pluie fine qui commençait à tomber. Il n'était pas un millionnaire qui allait célébrer sa victoire. Il était un jardinier qui avait perdu son meilleur ami et qui rentrait chez lui pour honorer sa mémoire, une fleur à la fois. Et quelque part, là au haut, ou peut-être juste dans le bruissement du vent à travers les feuilles, je souriais. Mes roses étaient entre de bonnes mains.